Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Merci de votre fidélité. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir, Elisabeth. L'actualité, c'est le chiffre record de la défiance des Français envers leur politique, que ce soit les hommes politiques, à commencer par Emmanuel Macron, les partis ou les institutions. Des chiffres qui ont été révélés hier dans l'étude annuelle Fracture française et des chiffres qui s'incarnent immédiatement au coin de la rue. Oh là là, ne me parlez pas de la politique en ce moment. Non, non, on la fuit. Vraiment, la politique, j'en ai vraiment jusqu'à là. Mais vraiment, hein. Personnellement, j'y crois plus. C'est devenu un vrai bazar, on ne comprend plus rien. Défiance, colère, désillusion, quelle en sera d'ailleurs la traduction dans les urnes quand les 49 millions d'électeurs français s'y rendront? Pourquoi les maires échappent-ils à ce rejet? Comment soigner en un mot le grand malaise démocratique français? Ce sera le thème de notre débat. Et puis on vous retrouvera Marie Bonisseau et Victor Dequiver dans la troisième partie de l'émission. Et on parle de... Eh bien, ce soir, on rétablit une inégalité. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les bébés qui ont le droit à des tétines? Je vous ai trouvé une totote pour adultes. Oui, bah on goûte avant de se prononcer. Bon, et vous, Marie? Moi, je vous parle de soft power indien. Grâce à son immense diaspora, l'Inde convertit le monde entier à la fête des Lumières. Diwali, c'était hier. À tout à l'heure. Et pour commencer, on reçoit le metteur en scène et cinéaste russe Kirill Serebrennikov pour son nouveau film La disparition de Joseph Mengele, un thriller odieux et fascinant sur le parcours et la psyché du médecin bourreau d'Auschwitz. Mengele, donc, mort impuni au Brésil, confit dans une haine méphitique des juifs et des non-ariens. Un film qui trouve de nombreux échos aujourd'hui, selon son réalisateur. On le retrouve tout de suite. Kirill Serebrennikov, bonsoir. Добрый вечер. Je vous présente Anand Ndiaye et Benjamin Sportouche, Bonsoir. qui sont aussi impressionnés que moi de vous recevoir à l'occasion de la sortie demain de votre nouveau film, Kirill, La disparition de Joseph Mengele, un film filmé quasiment comme un film noir ou un thriller, consacré à un homme qui fut un des grands barbares de la solution finale, qui était le médecin d'Auschwitz, l'ange de la mort. Et je voulais savoir comment allait l'acteur extraordinaire, incandescent, Auguste Diehl, qui joue pendant 2h15 Joseph Mengele. Est-ce qu'il s'en est remis? Car son interprétation est phénoménale. En fait, tout d'abord, vous imaginez bien que ça fait quand même maintenant un certain temps qu'on a tourné ce film, et puis ensuite, en fait, on vient juste de finir une série de spectacles Hamlet Fantôme au Théâtre du Châtelet. À Paris, oui, effectivement, et où justement Auguste jouait avec beaucoup de succès. Donc là, revenir vers le film sur Mengele, c'est un petit peu lourd pour lui, un peu difficile, je le comprends évidemment, parce que pour l'instant il est toujours dans Hamlet, mais c'est un grand artiste avec lequel collaborer est juste un grand plaisir, et donc j'espère qu'aujourd'hui le public pourra véritablement profiter et s'enthousiasmer devant son travail, parce que je pense que c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. C'est rare d'avoir des rôles masculins de ce niveau-là. Et je crois que c'est un artiste qui est votre âme frère. Alors, pour évoquer le mal, la banalité du mal et ce que fut Joseph Mengele, vous avez le profil idéal. On vous retrouve juste après ce profil réalisé par Gaël Legras. Kirill Serebrennikov, dans vos films, vous évoquez de plus en plus le parcours de personnages ayant existé. S'inspirer de biographies permet-il d'explorer la face obscure de l'histoire et des hommes? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. En 2022, avec La femme de Tchaïkovski, vous racontez la passion douloureuse d'Antonina Miliukova pour le compositeur russe homosexuel Piotr Ilyich Tchaïkovski. Lorsque le film sort, cela vous permet de comparer les mœurs de la société soviétique du 19e avec celles d'aujourd'hui. Du temps de Tchaïkovski, l'approche vers l'homosexualité était beaucoup plus tolérante et ils n'étaient pas aussi stigmatisés qu'ils le sont aujourd'hui. En 2024, avec Limonov la balade, adaptation du livre d'Emmanuel Carrère, vous narrez la vie d'Édouard Limonov, le poète et écrivain qui, à ses débuts dans les années 70, jouissait d'une aura d'artiste rebelle avant de créer un parti politique extrémiste et ultranationaliste.
Лимонов был всегда антилиберальных взглядов. Поэтому, если говорить о политическом аспекте, то между нами нет ничего общего. Dans votre film, on suit la montée de la pensée impériale russe dans l'esprit de Limonov. Dans son destin, on peut puiser ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ajoutez-vous. En adaptant désormais le livre d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele, vous évoquez l'exil du nazi. Surnommé l'ange de la mort, il a mené des expériences barbares sur les prisonniers lorsqu'il officiait comme médecin dans le camp d'Auschwitz. Pendant son exil en Argentine, au Paraguay et au Brésil entre 1949 et sa mort en 1979, Mengele a vécu dans la peur d'être reconnu et arrêté. Ich kann nicht mehr nach Günzburg zurückkommen. Warum nicht? Weil es zu gefährlich ist. Die Stadt ist klein, die Leute reden, jeder kennt mich, hier ist einfach zu großes Risiko. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, la question de l'avenir des criminels de guerre et de la vengeance se pose. À propos de Mengele, mort sans avoir été jugé, vous précisez, son châtiment, c'est une vie horrible, une peur et une haine qui détruit son âme. Une question, vous êtes russe, vous êtes à moitié juif par votre père, vous êtes à moitié ukrainien par votre mère. Est-ce qu'on peut dire donc que rien de ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, le stalinisme et la solution finale ne vous est étranger et que vous étiez d'une certaine façon l'esprit, l'homme, la conscience idéale pour porter à l'écran le bouquin d'Olivier Guèze sur la disparition de Joseph Mengele? Sans nul doute. Je vais vous dire autrement. Quand on m'a proposé, les producteurs m'ont proposé d'adapter ce nouveau roman, il venait juste de sortir à l'époque. Pour moi, j'avais vraiment une question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'on m'a choisi moi? Je n'arrivais pas vraiment à comprendre ça d'ailleurs. En revanche, c'était particulièrement intéressant parce que c'est un vrai défi qui m'était lancé. Mais c'était avant que la guerre ne soit lancée, avant l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Et quand la guerre a commencé, quand ce malheur, cette tragédie ont commencé, tout ce qui se passait dans le monde et cette tension qui était présente partout, ça m'a donné une meilleure compréhension peut-être de ce que devait être ce film. Et donc je ne peux pas dire que la guerre m'a aidé, bien évidemment, mais la tension autour, la pression, ce qui arrivait aux gens, savoir ce qu'était un criminel de guerre aujourd'hui qui vient de ressurgir. Il y a des gens effectivement qui sont des criminels de guerre aujourd'hui. Maintenant, j'ai véritablement mieux compris comment le film devait être. Un extrait du film de Kirill Serebrennikov. Was für eine Entartung. Ich hätte nie gedacht, dass ich im Alter mal so leben muss. Mama hat immer gesagt, dass du ein guter Schauspieler bist. Halt ein dreckiges Maul. Hast du Menschen ermordet? Hast du Menschen gefoltert? Sie ohne Narkose aufgeschnitten? Hast du Experimente an Kindern durchgeführt? Neugeborene lebendig verbrannt? Ce film, c'est aussi une réponse aux négationnistes. Vous en avez rencontré encore récemment qui remettaient en cause l'existence de la Shoah, vous le dites dans des interviews. En fait, je n'ai pas véritablement moi-même rencontré des gens qui mettent en doute et qui posent cette question de l'Holocauste et de la Shoah. Au contraire, en revanche, j'ai rencontré des familles dont les parents avaient été tués à Auschwitz. Moi, il y a une famille que je connais, où il ne reste plus que 4 personnes sur les 62 qui avaient été envoyées en camp. Et donc, moi, c'était important pour moi de savoir comment est-ce qu'ils allaient apprécier ce que j'étais en train de faire, parce que je me disais que ça pouvait toujours être prêté à controverse, justement, comment est-ce qu'on montre à Auschwitz, comment on montre les victimes. C'était important pour moi de savoir comment est-ce qu'ils réagiraient. Et ils m'ont dit qu'effectivement, c'était important que ce film soit vu par les gens. Pour moi, ça a été un grand soutien parce que moi, je me posais véritablement des questions. Je doutais. Avant ces scènes-là, dont on me parle souvent et sur lesquelles on me pose des questions, qui sont toutes ces scènes qui sont à Auschwitz,
Russe et qui sont en couleur, à la différence du reste du film. Je vais vous dire en fait que ces scènes étaient, pour moi, étaient capitales et que tous les gens qui ont tourné dans ces scènes, ils savent très bien en fait qui ils représentaient à l'écran, parce que c'était des vrais prisonniers qui étaient morts à Auschwitz. Et pour nous, c'était une grande responsabilité. Ne pas oublier, c'est aussi parce que vous avez posé des questions à votre père, vous-même. Lui avez demandé un jour dans son existence pourquoi étais-tu stalinien? Vous savez, en fait, toute ma vie, s'est passée avec une phrase que j'ai entendue dans mon passé soviétique. Cela ne doit pas se reproduire. Parce que la guerre, c'est le mal le plus grand qui soit, donc aucune propagande. Tout ce que les gens peuvent dire aujourd'hui, oui, il peut y avoir la guerre parce qu'il pourrait y avoir... On peut éventuellement tuer des gens si derrière il y a une idée particulière. Pour moi, c'est absolument pas possible. Et on ne peut pas tuer les gens, point final. Pour moi, c'est le plus grand mal qui puisse être. Et donc, notre mission à nous, c'est d'arrêter toutes les guerres et d'arrêter de tuer les gens. Et c'est le sens de ce film. Et il y a également la pensée que les criminels de guerre, ceux qui ont reçu du plaisir ou même qui ont fait de la guerre le sens de leur vie, doivent être punis, même si ce n'est pas via un tribunal, que ce soit La Haye ou Nuremberg. Il doit y avoir un tribunal intérieur, dans leur fort intérieur, qui doit les atteindre. Une conscience, en somme. On va évoquer avec vous, Kirill Serebrennikov, ce qui se passe en Russie aujourd'hui, où les films français rencontre un succès absolument incroyable. Oui, l'année dernière, plus d'1 million de Russes ont vu le film Le Comte de Monte Cristo produit par Dimitri Rassam. 1 million aussi ont vu Dracula de Luc Besson. Et le film du moment à voir actuellement en Russie, c'est La Venue de l'avenir de Cédric Klapisch. Alors si ces films français s'exportent si bien, il y en a 73 au total en 2024. Deuxième marché à l'export après l'Allemagne. C'est d'une part parce que Hollywood a décidé de déserter les écrans russes dès le début du conflit en 2022. Mais c'est d'autre part parce que les sanctions européennes n'interdisent pas de vendre des biens audiovisuels à la Russie. Et d'ailleurs, le président de l'Association des exportateurs de films en France est très clair sur ce point. Voilà ce qu'il dit. Il faut dissocier politique, argent et culture. Nous sommes là pour la circulation de la culture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la culture doit continuer à s'échanger, quel que soit le contexte politique? Je pense que les ponts culturels doivent toujours être préservés parce que ces ponts-là, lorsque les guerres se terminent et que les régimes seront changés, remplacés, pourquoi est-ce que les gens pourront se reparler? Ce sera via ces passerelles culturelles. Et donc notre mission, c'est véritablement de faire en sorte que les pays préservent un lien. D'où le fait que les films français particulièrement ont toujours été adorés. En Russie, toute ma jeunesse a été Louis de Funès, Pierre Richard, Fanny Ardant. C'était des artistes que j'aimais beaucoup, Truffaut, Godard. Et encore beaucoup d'autres cinéastes français qui ont formé notre amour vers le cinéma. Et moi, je ne veux pas me priver de ça parce que je pense qu'il y a des tas de Russes qui ne sont absolument pas coupables, qu'il y a des fous qui ont agressé l'Ukraine. Ces gens-là doivent continuer de recevoir un certain espoir et que c'est le cinéma qui le donne. Vous vivez en Allemagne, à Berlin. Vous vous considérez comme un exilé définitif? C'est fini, la Russie? Je ne peux pas de toute façon rentrer en Russie. Je suis un Européen, j'apprends le français et j'apprends également l'allemand et je travaille quasiment avec 4 langues. Je travaille dans beaucoup de villes d'Europe et pour moi c'est véritablement des opportunités formidables et je ne veux pas utiliser ce mot d'exil. En fait, je dis plutôt que c'est une nouvelle vie. Très bien. Pudique, c'est un mot en français. Pudique, ou pour esquiver le mot. Merci infiniment, Kirill Serebrennikov. Merci beaucoup à vous. Merci pour l'intérêt que vous portez à mon film. Que vous êtes toujours. Et la disparition de Joseph Mengele demain
en salle en France. Et merci à votre interprète Joël Chaperon. On passe à notre débat sur les Français. Les Français en 2025, la politique et le personnel politique. L'étude annuelle sur les fractures françaises vient d'être publiée. Elle révèle sans grande surprise une défiance record envers Emmanuel Macron, mais aussi envers les députés et tous les partis politiques. Les seuls épargnés sont les maires, se ressentis négatifs, voire désespérés. Fait-il craindre abstention, tentation des extrêmes, attaque contre la démocratie? Comment soigner le grand malaise démocratique? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Ça, c'était avant que Sébastien Lecornu ne rempile finalement quelques jours plus tard. Énième rebondissement d'une crise politique à rallonge, de quoi taper sur les nerfs. Ça m'inspire de l'incompréhension et de la lassitude. Donc. Depuis juin 2024... Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Les Français assistent à la valse des premiers ministres, une instabilité qui vient accroître leur scepticisme envers les politiques. On est un peu dégoûtés et bon, on s'intéresse de moins en moins à ce qui se passe. C'est de la politique politicienne où leurs petits combats, leurs petits intérêts sont défendus avec les dents. L'année écoulée a aussi été marquée par des épisodes judiciaires. Une candidate à la présidentielle et un ancien président ont été condamnés par la justice. Selon la nouvelle enquête annuelle Fracture française menée par Ipsos, les crises à répétition érodent sérieusement la confiance envers les élus. Premier visé, Emmanuel Macron. 58% des personnes interrogées souhaitent sa démission contre 52% en 2024. 20% seulement disent avoir confiance dans leurs députés, contre 68% pour les maires qui tirent leur épingle du jeu. Il y a un décalage de plus en plus profond entre la défiance vis-à-vis des politiques nationaux et la défiance qui est beaucoup moins importante vis-à-vis des politiques locaux. Comme si finalement ce qui se passait à l'échelle nationale n'avait plus grand-chose à voir avec ce qui se passait dans notre vie et donc à l'échelle locale. Alors, qui est responsable du fossé qui se creuse entre citoyens et élus? Les Français se sentent-ils encore représentés? Comment soigner ce malaise démocratique? Nos trois invités pour ce débat, Fabrice d'Allongeville, bonsoir, vous êtes maire d'Auger-Saint-Vincent dans l'Oise. Combien d'administrés? 530. Très bien, c'est précis. Et vous réclamez depuis plusieurs années la publication des cahiers de doléances qui avaient été mis en place pendant la crise des Gilets jaunes. Et selon vous, il y a une vraie défiance aujourd'hui des citoyens français qui concerne avant tout l'échelon national. On l'a vu, le gouvernement comme les chefs de parti, les préoccupations qui traversent ces derniers ne correspondent pas aux aspirations des gens. Il faut repartir du niveau de la commune, ajoutez-vous, pour recréer du lien. À côté de vous, Blanche Le Ridon, bonsoir. Bonsoir. Directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, qui commande tous les ans, entre autres avec la Fondation Jean Jaurès, la fameuse enquête Fracture française réalisée par Ipsos Sopra Steria. Selon vous, on atteint des taux inédits de défiance à l'égard d'un grand nombre d'institutions. La confiance envers les députés, par exemple, n'avait jamais été aussi basse depuis que nous faisons, dites-vous, cette enquête Fracture française. Ce phénomène profite d'abord et d'ailleurs au Rassemblement national. Et à côté de vous, Hélène Leuillet, bonsoir. Bonsoir. Philosophe, psychanalyste, dernier ouvrage, Le vide qui est en nous, aux éditions Albin Michel. Eh bien, selon vous, la défiance existe à tous les niveaux, pas seulement à l'égard des politiques, même s'ils ont une responsabilité dans la corruption du langage, c'est ce que vous pointez, du langage médiatique. La société a basculé dans une sorte d'indifférence haineuse à l'égard de la démocratie. On démarre avec le graphique du jour, Benjamin. C'est celui qui montre dans cette étude Fracture française l'immense défiance vis-à-vis des partis politiques. 10% seulement des Français en ont une bonne image. C'est 2 points au-dessus du minimum historique de 2014, mais ça reste abyssal. Blanche Le Ridon, c'est pas nouveau donc, mais ça s'accentue. Comment vous expliquez cette défiance exponentielle vis-à-vis des partis? Je crois que le magnéto qu'on vient de regarder a rappelé parfaitement ce qui s'est passé depuis 2024 et la dissolution. Il y a une forme d'incompréhension de la part de nos concitoyens sur la façon dont se comportent les acteurs politiques et en particulier les partis politiques qui sont très directement
accusés d'être à l'origine de ce qui se passe, faisant passer leurs intérêts personnels devant les intérêts du pays, incapables de se mettre d'accord à l'Assemblée nationale, souhaitant un jour rejoindre un gouvernement de coalition et le lendemain claquant la porte. Donc il y a, et puis il y a aussi une désaffiliation partisane dans notre pays qui est extrêmement forte, c'est-à-dire qu'avant, les partis pouvaient compter sur des centaines de milliers de militants et d'adhérents. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On a certes vu un petit regain d'adhésion au sein des Républicains au moment de l'élection de son président, mais on est quand même très très loin des chiffres d'il y a une dizaine d'années. Donc il y a un double phénomène pour moi. D'abord, ce phénomène de la désaffiliation partisane. Vous avez de moins en moins d'adhérents au sein des partis, et notamment des partis traditionnels. Et puis, deuxième phénomène, le spectacle totalement navrant. Et je crois que les témoignages qu'on vient d'entendre ont eu les mots justes pour qualifier tout ça, avec ce qu'il se passe depuis 2022 d'une part, parce qu'on assiste à ce phénomène depuis qu'on est en majorité relative, et évidemment depuis 2024 et la dissolution. On voudrait votre témoignage ici, Fabrice d'Allongeville. Est-ce que vous sentez cette désaffection de vos administrés vis-à-vis des partis, notamment en ce moment en particulier? Ils vous en parlent? Pas directement de la désaffection vis-à-vis des partis politiques. Par contre, ils parlent politique. Ah oui. Donc c'est une nuance importante. En fait, et ça c'était vraiment ce qui transpirait de l'analyse du corpus des doléances de 2018-2019, la désaffection vis-à-vis des partis politiques était déjà présente. Oui. En revanche, la question politique intéresse au premier chef les concitoyennes et les concitoyens. Donc il n'y a pas de... il faut se rassurer là-dessus, en fait. Ils s'intéressent toujours à la politique. Bien sûr, la République, elle n'était pas menacée dans le corpus, dans le mouvement des Gilets jaunes, etc. Elle existe toujours au plus près. Sauf que l'incarnation, c'est bien noté, l'incarnation se fait en proximité, à travers la commune, et non pas à travers la représentation nationale de la République. Et le jacobinisme et la verticalité, etc. Oui, on y reviendra peut-être après, mais l'incarnation, elle est déviante aujourd'hui. Hélène Leyet, vous opinez? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La crise de représentation est générale et elle vaut à plusieurs niveaux. Il y a d'une part le fait que du côté aussi de ce qu'on souhaite en termes de représentation, il peut y avoir un problème, parce qu'on a souvent le sentiment que ce qui est attendu de la représentation, c'est une forme de duplicata, alors que ce n'est pas ça. Les représentants sont ceux qui portent une parole, qui parlent au nom d'eux, mais ils ne peuvent pas renvoyer directement une image. Mais je reviens à cette question de la parole, c'est-à-dire que justement, ceux qui sont censés parler au nom de tous, et puis exprimer les sensibilités générales politiques dans le pays, ceux-là, on ne les suit plus. Il y a une défiance à l'égard de la parole, de la parole des politiques, effectivement, mais là, je pense que Emmanuel Macron a quand même une responsabilité dans le fait de ne pas avoir toujours tenu parole. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'une fois que la confiance est perdue, elle est perdue partout. Blanche Choridan, pardon, mais est-ce que cette défiance, elle n'est pas inhérente à la démocratie représentative? C'est-à-dire que dès qu'on délègue une partie de son pouvoir, on s'en sent dépossédé? Bien sûr, et s'il n'y avait plus du tout de défiance, on ne serait plus vraiment en démocratie. Parce si l'adhésion était totale et exactement, univoque, mais là, on arrive quand même à des niveaux qui sont extraordinairement préoccupants, et surtout quand on les regarde. Alors, je dirais quand même, parce que c'est la chance qu'on a avec Fracture Française, c'est qu'on a un recul... Fracture Française, c'est le titre d'étude annuelle. L'étude annuelle, donc on peut remonter jusqu'à 2014, donc on peut vraiment aller en profondeur dans les chiffres. Et en réalité, moi, j'ai plutôt tendance à parler de défiance chronique que de défiance conjoncturelle, parce que si vous regardez les chiffres de 2014, les partis politiques, la confiance était 8%. Donc on sent qu'on est rentré depuis... Voilà. Ça fait un certain nombre d'années qu'on est dans ce phénomène-là, mais qui est accentué quand même et qui a son paroxysme là, parce qu'il n'y a pas que ces chiffres-là. L'enquête mesure énormément d'autres indicateurs auprès des Français. Leur déclinisme qui n'a jamais été aussi fort. 90% des Français pensent que le pays est en déclin et ils sont une quasi-majorité à penser que ce déclin est irréversible. Donc ça, on voit qu'il y a une corrélation directe avec ce qui se passe sur la scène politique aujourd'hui. Mais en même temps, Fabrice d'Allongeville, l'Assemblée nationale n'a jamais été aussi diverse politiquement sous la 5e. Et là, on se dit, voilà, les gens devraient se sentir représentés. Notamment, il y a des élus du Rassemblement national. En fait, là, il y a, à travers, en ayant bien lu Fracture... ce document, c'est vraiment la France qui est mesurée et la France du vécu, en fait. C'est pour ça que je fais le rapprochement vraiment avec le corpus des doléances de 2018-2019. C'est très important. Les cahiers de doléances, parce que l'expression qui ne passe pas par les sondages, là, ne fabrique pas de biais
de biais de questions, en fait. Donc, la tendance chronique qu'il y aurait en France à un pessimisme qui cesse de se renforcer, etc., moi, je ne le ressens pas comme ça du tout. Vous le ressentez Non, pas je ne le ressens pas comme ça. Localement, au plus près des territoires, moi, ça fait 25 ans que je suis élu, j'ai jamais vu autant dans les territoires ruraux la capacité de faire de la transformation, de renouveler l'offre démocratique, de l'implication des gens. Donc à l'échelle locale. C'est à l'échelle locale. C'est pour ça que la question de réinventer, de refonder la République depuis la commune, elle est pertinente. Hein. On l'a déjà vécu dans l'histoire. Hein. En 1945, quand il y a les cahiers de doléances et les états généraux qui sont montés par le CNR, c'est ce qui s'est passé. Ils sont repartis par la commune parce que l'État était défaillant à l'époque. Hein, on se rappelle, pendant la guerre, c'était quand même autrement plus important. Donc, il ne faut pas... c'est toujours une histoire de thermomètre, en fait. Vous prenez le thermomètre et puis vous dites, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Vous ne croyez pas trop aux chiffres de cette étude. Exactement. Moi, je suis vraiment dans le ressenti. Et par contre, il faut écouter le cœur et le souffle. Et le cœur et le souffle est encore extrêmement présent parmi les Françaises et les Français. Il n'y a pas de difficulté ou d'inquiétude là-dessus. Quand dit la psychanalyste, est-ce que, sur le divan, si je puis dire, les gens vous parlent de ça ? D'une foi encore, d'une ardeur et d'une déception Bien sûr, oui et non. Ça ne vient jamais comme tel. Puis, de toute façon, je ne vais pas livrer trop les secrets de ce qui se dit. Non, mais on ne veut pas de nom. Mais néanmoins, moi, je tire effectivement les implications politiques de ce qui m'est dit dans d'autres points, notamment... je disais, la concurrence généralisée à l'échelle du pays, elle a pour conséquence déjà une fragmentation, parce que j'étais sur la crise d'oppression, tout le monde veut parler moi, ce que j'ai fait, moi, ce qui m'arrive. Donc ça crée évidemment une fragmentation qui qui fait perdre un petit peu le sens du commun, hein, et donc parce qu'il faut bien partir de la commune, mais il faut pouvoir aller jusqu'au commun. Alors là, il y a un problème, mais ça donne aussi cette polarité fort-faible que je vois extrêmement répandue chez les jeunes, notamment. C'est-à-dire qu'il faut être fort, et pas forcément chez des jeunes de droite, mais parce que c'est pas politisé, mais ça a néanmoins des implications politiques, comme s'ils étaient tous devenus nietzschéens. Les forts et les faibles. Et ça, c'est un effet de la concurrence généralisée et puis de ces générations qui a été élevée dans l'idée qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et ça, c'est à la fois terriblement anxiogène, terriblement fragmentant, et puis ça ferme la personne sur elle-même. Un mot très inquiétant aussi sur les jeunes, c'est le rapport à la démocratie. C'est vrai que là, on voit une évolution. Vous savez, on pose toujours la question, est-ce que selon vous, d'autres systèmes sont aussi favorables que l'est la démocratie ? Et là, vous avez 42% des moins de 35 ans qui, effectivement, pensent que finalement, la démocratie, on pourrait s'en passer et d'autres systèmes pourraient être aussi valables. Et ça, c'est vrai que c'est très préoccupant, et notamment quand c'est exprimé par la jeunesse, là où les plus de 60 ans sont beaucoup plus attachés à la démocratie, et ils ne sont que 23% à considérer que d'autres modèles pourraient le remplacer. Mais je voudrais revenir aussi sur ce que vous avez dit. Il n'y a pas que des chiffres désolants dans Fracture française. Quand vous mesurez, par exemple, la confiance dans les PME, c'est 82%, c'est gigantesque. Toutes les institutions régaliennes sont épargnées par la défiance. La confiance dans l'armée, c'est 79%. La confiance dans la police, 74%. Dans l'école, 70%. Donc il y a encore, heureusement, des bastions de confiance dans notre pays, mais à l'égard de la politique telle qu'ils la voient, effectivement, sur les plateaux télé à longueur de journée, il y a, et on peut difficilement leur reprocher. Pas chez nous, on ne reçoit pas de politique. Voilà, ça tombe bien. Alors, on va évoquer avec vous trois et avec Anna ce qui s'est passé aujourd'hui. Événement historique, Nicolas Sarkozy est entré en prison à la santé. Oui, vous venez de le dire, 21 octobre 2025, une date qui va rester un jour historique. Première fois qu'un ancien président de la République met les pieds en prison en tant que détenu. Les chaînes d'information dès ce matin étaient en édition spéciale pour suivre son départ donc depuis son domicile, où d'ailleurs il a été applaudi par des centaines de ses soutiens avant de rejoindre la prison de la Santé. On rappelle que Nicolas Sarkozy a écopé de 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne en 2007. Bien sûr, il a fait appel de sa condamnation, mais quoi qu'il en soit, les Français ont réagi à ce double événement, condamnation et incarcération. C'est injusticiable comme tout le monde, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Il ne faut pas des traitements de faveur, il n'y a pas une justice à deux niveaux. Hein. Je trouve que c'est une injustice et c'est la politique des juges d'extrême gauche comme les contre-pouvoirs actuellement injustes et dictatoriaux. Alors, il faut rappeler que sa condamnation le mois dernier avait poussé certains, et pas uniquement les soutiens de Nicolas Sarkozy, à remettre en cause l'indépendance de la justice. Des magistrats avaient même été menacés de mort. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron de recevoir Nicolas Sarkozy à l'Élysée vendredi dernier. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a lui dit qu'il lui rendrait visite en prison.
Mais pour le secrétaire général du Parti socialiste, Olivier Faure, je le cite, c'est une pression sur la justice qui donne le sentiment qu'il existe des prévenus qui sont de nature différente. Quant à Agnès Evren, la sénatrice LR de Paris, elle retiendra de cette journée une grande humiliation. Voir un ancien président qui a été très respecté dormir dans une cellule mélangée avec des malfrats, ça choque les consciences, ça donne une image profondément abîmée de la France. Fabrice d'Allongeville, est-ce que c'est quelque chose qui importe vos administrés? Est-ce qu'ils vous en ont parlé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, directement non, parce que je ne les ai pas beaucoup croisés. Mais on en parle, bien sûr, ouais. Mais il y a l'exemplarité, en fait. Il y a la question de l'éthique politique. Alors, je ne parle pas de la morale politique, hein, on est d'accord. Non, mais l'exemplarité, vous avez mais dit l'exemplarité, l'incarnation de l'exemplarité dans le discours, dans la posture. Là, je suis quand même assez agacé, je vais vous le dire franchement, en tant que maire, représentant de l'État dans ma commune, qu'on puisse attaquer autant la justice, quoi. La séparation des pouvoirs, c'est une réalité en France. À partir du moment où vous attaquez la justice, vous allez attaquer l'autorité municipale, vous allez attaquer n'importe qui. Et là-dessus, je pense que c'est ce qui nous manque, en fait, vraiment. Cette question de l'éthique. Et vous pensez justement que cette condamnation, ça peut aggraver la défiance ou au contraire ramener un petit peu de confiance auprès des Français? Alors, peut-être que ça ramènera de la confiance, parce qu'effectivement, l'état de droit montre que il est injustifiable comme les autres, que de toute façon, il y a de plus en plus d'incarcération. C'est la raison pour laquelle les prisons sont pleines. Donc, effectivement, il y a peut-être de plus en plus de présidents de la République ou d'hommes politiques qui vont être en prison parce que c'est un mouvement général d'incarcération. Mais peut-être ça ramènera de la confiance. Mais c'est surtout que, moi, ce qui me frappe et ce qui me choque aussi, c'est que les mots n'ont plus de sens. Enfin, je veux dire, quand Nicolas Sarkozy dit « c'est l'état de droit qui est attaqué », alors, attendez, là, on ne comprend plus rien. On devient fou. C'est l'état de droit qui le condamne. Ce n'est pas l'état de droit qui est attaqué. Là aussi, on a une sorte de crise des égos. Quand la moindre frustration, on l'avait vu avec Marine Le Pen quand elle a été déclarée inéligible, eh bien, toute frustration est à travers l'attaque du régime, la France en déclin. Et là, les mots n'ont plus de sens. Et là, c'est grave. C'est-à-dire que les gens qui le défendent ne disent pas « il est innocent ». Ça s'entend. Il est innocent, on va vous le montrer, etc. Très bien. Mais là, on ne critique pas la justice. Quand on dit « il est innocent, on va vous le montrer », au contraire, on est toujours dans la logique de la justice. Non, on dit « c'est injuste ». Avec quoi c'est injuste? Je veux dire qu'à partir du moment où il y a des problèmes de financement d'une campagne, c'est normal que la justice s'en empare. Une nouvelle question quand même, juste à vous, Fabrice d'Allongeville. 68% des Français dans l'étude Fracture française ont confiance dans leur maire et pourtant on entend parler de plus en plus d'édiles, de maires, de petites, de grandes communes qui sont harcelés verbalement, qui sont agressés, qui sont pris à partie. Comment est-ce que vous l'expliquez, cette espèce de paradoxe entre cette confiance et puis cette façon un peu violente d'agresser les maires? Alors, une nouvelle fois, il faut faire vraiment attention aux mots. C'est très important ce que vous avez dit, entre le sentiment d'insécurité ou de non-tranquillité. Il y a des chiffres... bien sûr, non, je ne le conteste pas, mais ce n'est pas un amalgame. En fait, il n'y a pas un surcroît d'un seul coup de violence à l'encontre des édiles, etc. Et il y a des situations individuelles aussi qui peuvent permettre d'accompagner ou d'expliquer un peu ce qui s'est passé. Moi, ce que je ressens vraiment comme élu maintenant, ça fait mon 4e mandat, en fait, ce qui moi me pose le plus de difficultés, c'est les baisses de moyens. Mais vraiment simple, hein, la baisse d'autonomie qu'on a, suppression de la taxe d'habitation, ça nous empêche d'aider davantage les associations. Là, aujourd'hui, on est dans une situation de crise au niveau des associations qui font tout le lion de la République. Hein. Là, on a des baisses monstrueuses qui sont avancées. Moi, j'étais sur une des assises départementales des associations de l'Oise, à Nogent-sur-Oise, ce week-end. Je n'ai pas rencontré une seule association qui ne licenciait pas des gens. Donc c'est la solution à ce malaise démocratique pour vous, c'est la décentralisation, par exemple, c'est-à-dire on donne plus de pouvoir localement. Bien sûr, mais ça participe en fait. Quand vous avez une description que vous faites, etc., tous les éléments qui déstructurent, qui sont dans une forme d'effondrement, vous prenez les partis politiques, il n'y a plus de section de partis politiques au plus près des territoires. Moi, quand j'ai commencé mon engagement public, il y avait des secrétaires de section de différentes sensibilités qui étaient dans le canton. Là, ça n'existe plus. Vous prenez l'éducation populaire, c'est pareil, etc. Donc, en multipliant tout ça, vous comprenez le sentiment de malaise qu'on peut ressentir. Bien sûr, et le malaise des Français. Alors, on va regarder une archive. On vous propose une archive. Tenter de soigner ce malaise démocratique, ça n'est pas un objectif nouveau. Début 2019, vous voyez de quoi on parle. Dans la foulée de la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron propose un grand débat national. Le président de la République sait ce que veulent les Français.
Pas besoin de faire un grand débat national. Ils sont ponctionnés sans arrêt, il faut arrêter, quoi. Le président convie 700 maires mardi prochain pour débattre avec eux dans le gymnase de cette commune de moins de 4000 habitants. Mais pour une citoyenne optimiste... Bien, s'il peut discuter avec les gens et que les gens comprennent son message. Combien de sceptiques? Il essaye de faire de la démagogie pour arriver à ses fins et puis un point c'est tout. Ce maire rural, à Quillebeuf, sera lui aussi face au président. Et à la boulangerie, il recueille des demandes contrastées. Qui relève le point d'indice des fonctionnaires, ça serait bien. C'est pas au président de tout faire, que chacun fasse un effort. Mais dans le cahier de doléances, pour plus de 600 habitants... Il n'y a eu que 2 personnes qui sont manifestées à mettre un petit mot pour le président. La population ne croit plus trop à la parole de nos politiciens. Blanche Floridon, est-ce que les vraies réponses à ce malaise démocratique, elles ne sont pas dans ces cahiers de doléances? Bien sûr. Et je rappelle que Sébastien Lecornu était le co-animateur du grand débat. Donc il avait une responsabilité aussi à ce moment-là pour exploiter. On parlait tout à l'heure des mots qui sont maltraités, abîmés. Là, il y a eu des centaines de milliers, des millions de mots qui ont été inexploités, qui ont été silenciés. Et ça, c'est vraiment très, très, très problématique. Et c'est vrai que je pense... En plus, souvenez-vous, grand débat, on est quand même au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc il y a une capacité à agir. Il y a une capacité même financière à agir à l'époque, ce que l'État des comptes publics n'est pas du tout comme aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une opportunité perdue. Et donc j'espère effectivement que les cahiers vont être exploités. Qui n'a pas été saisi, vous avez dit, cette opportunité. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce que vous avez lu dans vos cahiers de doléances? 3 mots. 3 mots. Proximité, solidarité, citoyenneté. Vous prenez ces 3 mots-là, c'est ce qui traverse l'ensemble du corpus. C'est 2,5 millions de contributions en comptant les participations des Gilets jaunes. Proximité, citoyenneté, c'est pour ça que vous avez mis en place une solidarité. journée de citoyenne, vous. Les gens vont et font des choses concrètement dans leur ville. Bien sûr. En fait, c'est ça, repeindre la des capacité écoles, par à exemple. agir, elle existe. Mais il faut lui permettre de s'exprimer complètement. Hélène Leyer? Oui, moi je crois que c'est vraiment l'effet de Vous adhérez à ça, à cette, j'adhère complètement ce à triptyque ça. fondamental? Fondamental, j'y adhère complètement. Et je dirais que là, on voit bien dans le grand débat l'effet de l'entrée de la communication, des techniques de communication dans les arts de gouverner. Maintenant, ce qu'on appelle traditionnellement en philosophie politique les arts de gouverner, c'est de la com. Donc le grand débat, ça a accentué la défiance parce que cette grande promesse, enfin qu'on va parler, finalement, la réponse a été « j'entends ce que vous dites ». Dont on sait ce que ça signifie. Ça veut dire on ferme ses oreilles et on ne prend pas compte. Mais comme ça a été le cas pour les conventions citoyennes. Et comme ça a été le cas pour la convention sur le climat, où les gens... Il faut juste relire le discours qui devait être prononcé par le président de la République le 15 avril 2019, qui est disponible en ligne sur le site lesdoléances.fr. Et vous verrez qu'en fait, sur les 6 premières pages, la compréhension de la crise sociale a été décrite par le président. Et en une phrase, il l'efface en disant « Voilà pourquoi nous n'allons pas changer de politique ». Discours qui n'a pas été prononcé à cause de l'incendie de Notre-Dame. Absolument. Merci à tous les 3 d'être venus débattre sur ce qui fracture, mais peut-être ce qui rassemble aussi les Français. Merci infiniment. On va rester dans l'actualité, vue par Victor de Quiver et Marie Bonisseau. Tétez-vous de plus en plus de jeunes adultes stressés, recours à la tétine, la totoche, la totote, une tendance apparue sur TikTok, comme on dit. Bref, Eddie Vali, la fête des Lumières, une tradition hindoue et sikh, électrise de plus en plus d'occidentaux. Mais d'abord, le mot vedette du jour repéré par Thibault, c'est col blanc, un terme qui recouvre les travailleurs du tertiaire, comme on dit, une population menacée par le grand remplacement à cause de l'intelligence artificielle. Ils se croyaient à l'abri. Je parle des cols blancs. Le patronat en col blanc. Des escrocs en col blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Col blanc, du latin collum, cou, et du francique, un idiome germanique moyenâgeux, blanc, brillant, est une traduction de l'anglais white collar qui désigne, depuis le début du XXe siècle, un travailleur exerçant une activité non manuelle. Depuis cet été, de grands patrons américains affirment que l'IA va transformer de nombreux cols blancs en chômeurs. Pour celui-ci, à l'avenir, 40% du travail des entreprises du Fortune 1000 seront probablement réalisés par l'IA. Pour celui-là, l'IA va remplacer littéralement la moitié des cols blancs aux États-Unis. En résumé, une hémorragie d'emplois va saigner comptables, cadres, fonctionnaires, ingénieurs, téléopérateurs, consultants ou journalistes.
Les travailleurs ont commencé à être désignés par la couleur de leur col au début du XXe siècle. Au col blanc de la chemise qui reste immaculée car on la porte au bureau, s'oppose le col bleu de la blouse de travail, popularisé dans les années 1870 par un immigré allemand aux États-Unis qui utilise le denim, tissu en coton robuste venu de Nîmes. Le terme white collar apparaît en 1910 dans une brève de Canard local du Nebraska, avant de devenir plus politique en 1919 sous la plume d'un journaliste prix Pulitzer 1943 qui dénonce les petits subalternes, les pauvres employés de bureau qui, parce qu'on leur permet de porter un col blanc, se considèrent comme membres de la classe capitaliste. Dans ce pamphlet intitulé The Brass Check, les cols blancs sont les plumitifs. Le déjà célèbre enquêteur dénonce les milliardaires, magnats de la presse, qui l'accusent d'acheter les journalistes comme les clients des bordels de l'époque s'achètent une femme avec un jeton en laiton, un brass check. Théorème, l'IA, c'est le bordel. Fort bien, Thibault Nolte. Vous revoilà, Marie Bonisseau et Victor de Quiver. Alors, de quoi va-t-on parler? Oh, mon Dieu, Dieu me tripote. Une nouvelle mode venue d'Asie, les tétines pour adultes. Oui. Est-ce que Tété, c'est se tromper? Ouais, de cette question, référence. les jeunes adultes disent certainement pas la Gen Z a encore frappé. Et oui, des millions de vidéos déferlent sur les réseaux sociaux. Faux ongles, maquillage impeccable et tétine XXL vissée entre les dents. Les adeptes sont dithyrambiques. La tétine améliorerait le sommeil, réduirait le stress et l'anxiété, surtout au travail. Tenez Marie. Ça ne peut pas vous faire du mal, je vous la donne pour la modique somme de 10 €. C'est le prix à laquelle on la trouve dans le commerce. Alors, les dentistes, évidemment, eux, s'arrachent les dents à force de téter. Les dents du haut ne toucheront bientôt plus les dents du bas, répète-t-il à longueur d'interview. Zozotement, lésion du palais, tout de même, déformation de la mâchoire, tout le monde trouve ça catastrophique. Et d'où vient cet usage idiot et cet objet controversé, cher Victor? Moyen-Âge, Elisabeth. Alors à l'époque, bien sûr, il n'y a pas de caoutchouc, hein, ça c'est sûr, mais il y a des chiffons imbibés de vin ou de poudre d'opium. Il paraît que c'est très efficace pour calmer les bébés. La tétine moderne n'apparaît, elle, que dans les années 50, accompagnée d'un scandale et d'un mépris de classe, car déjà les risques bucco-dentaires sont pointés, et surtout, cet objet dégoûte les riches qui l'assimilent à, je cite, une muselière pour bébé, car on le sait, le vrai objectif étant que le bébé se taise le plus longtemps possible. Ne zappez pas, chers amis, nous sommes sur Arte, les tétines sont tout de même devenues des œuvres d'art. Regardez, tremble Daniel Buren, et je vois que ça commence à vous séduire, Elisabeth. Et dites donc, ça dit quoi de nous, tétés? Eh ben, pour Freud, ça relève de la phase orale. Vous savez, cette phase que traverse chaque nourrisson pour découvrir le monde. Il suce tout ce qu'il trouve. Mais si cette phase se fige à cause d'un manque affectif, par exemple, l'adulte reste coincé dans ce besoin de succion. Tous les vapoteurs, tous les fumeurs, ne sont-ils pas symboliquement toujours en train de téter leur mère? Eh oui, les cigarettes, comme les chewing-gums, sont considérées par les psychanalystes comme des avatars oraux, des tentatives de retrouver une satisfaction primaire face à l'angoisse. Alors, est-ce que téter, c'est se tromper? Non, mais c'est vouloir régresser. Encore est-il fallu que je le suce, comme disait l'autre. Bon, alors, cher... Mais non. Oui, gardez-la. Gardez-la. Et parlez-nous de cette nuit, la fête des Lumières, Diwali, quoi qu'il y ait un W, une grande fête hindoue et sikh qui attire de plus en plus d'occidentaux. Oui, Narendra Modi, le Premier ministre indien, adore dire « l'Inde éclairera le monde ». Et hier soir, pour le coup, c'était à prendre au pied de la lettre, car Diwali a littéralement embrasé le monde entier. Alors, à domicile en Inde, à New Delhi par exemple, ça c'est normal, tous les ans c'est la même chose. Ce matin, le pic de pollution était de 23 fois le niveau maximum recommandé par l'OMS dans la ville à cause des bougies, puis surtout des pétards, et puis surtout des feux d'artifice qui ont littéralement recouvert New Delhi dans un énorme nuage de fumée. Mais ce que raconte le New York Times, c'est que désormais cette fête des Lumières, qui célèbre la victoire du bien sur le mal, de la justice sur la tyrannie, du savoir sur l'ignorance, du prince sur le démon. Ah, je vous la fais courte parce qu'il y a plein de démons différents selon où est-ce qu'on est en Inde. Bref, cette fête est très prisée ailleurs qu'en Inde, chez les non-hindous. Regardez hier soir ce qui s'est passé à Disneyland Paris, par exemple. Feu d'artifice de Diwali, c'est très beau. L'opéra de Sydney aussi s'est mis tout en doré pour Diwali. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, il y a quelques jours, regardez, il a allumé une petite bougie. Ce jour, Diwali est férié depuis cette année dans 3 États des États-Unis, Californie, Connecticut, Pennsylvanie. Vous pouvez sécher l'école ou le travail en disant « je peux pas, j'ai Diwali ». Et puis, évidemment, les marques de mode s'en sont emparées. Et dans les hôtels de luxe de Manhattan à New York, vous avez des balles
Diwali, des balles glitter, paillettes, pour cette occasion. Parce que alors oui. C'est vraiment le côté lumière, paillettes, pyrotechnique qui attire tout le monde, qui attire d'ailleurs des cars entiers, paraît-il, de touristes espagnols et allemands qui vont dans un temple hindou du nord-ouest de Londres. C'est un certain Yogesh Patel, 69 ans, qui raconte ça au New York Times. Il n'en revient pas. Désormais, il voit des masses de blancs se goinfrer de samosa et s'extasier devant les guirlandes de safran. C'est ce qu'il raconte. Mais je rappelle quand même que Diwali, dans les familles qu'il célèbre depuis des années, c'est pas que les bougies, c'est aussi l'occasion de faire un énorme ménage, d'éclairer tous les coins sombres de sa maison, d'aller là où on ne va jamais et de nettoyer de fond en comble. Un rituel qui, dans sa globalité, reconnecte énormément d'émigrés indiens à leurs racines. On rappelle que l'Inde, c'est la plus grande diaspora au monde, 18 millions d'émigrés selon l'ONU. Certains redécouvrent d'ailleurs Diwali après un temps d'oubli. C'est le New York Times qui continue de raconter ça, justement parce que les temps sont durs pour cette diaspora indienne, notamment aux États-Unis. Visa exorbitant décrété par Donald Trump, profanation cette année de temple hindou. Plus une identité est attaquée, plus elle s'affirme. Ça aussi, c'est un classique. Ça, c'est d'une logique imparable. Merci à vous. Allez, et on se retrouve demain avec Bébé, entre autres, à 20h05. Tchuss.